un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous nous suivez en direct de Kinshasa. Bienvenue à tous à ce journal de lundi soir. Les titres sommaires de cette édition. Les professeurs des universités et instituts supérieurs ont déclenché un mouvement de grève ce lundi. Cette classe d'élite intellectuelle revendique plusieurs choses. Majoration de salaire, véhicules promis, intégration des enseignants non régularisés dans le salaire, correction des grades mal attribués, pour ne citer que cela. Charles Onana, condamné pour complicité de contestation publique de l'existence d'un crime contre l'humanité, en l'espèce crime de génocide. L'auteur franco-camerounais est reconnu coupable de contestation du génocide de Tutsis à l'issue de l'audience de ce lundi en France. Le journaliste Jean-Marie Mat Akamai, connu sous le nom de Mouine Mouroufel, repose désormais pour l'éternité à la nécropole 2. Le chevronné de la plume a reçu des hommages dignes de son nom par la corporation, membres des familles et aux personnalités peu avant son inhumation. Le développement dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Débutons par l'actualité sécuritaire. La situation est restée tendue ce lundi 9 décembre dans plusieurs localités du territoire de Massissi, au Nord Kivu, après d'intenses combats qui ont opposé dimanche 8 décembre les forces armées de la RDC aux rebelles M23 autour de Saké, dans le groupement Kamuronza en territoire de Massissi. Et cette situation a paralysé les mouvements des civils, notamment sur les axes Saké-Kiroche, Saké-Mouchaki et Saké-Kimoka-Kichanga. La société civile du Nord Kivu encourage la détermination des forces armées de la RDC ainsi que les Wazalendo de mettre fin justement à cette terreur des ennemis sémés dans cette partie du pays. Suivez. Ce qui est vrai est que nous sommes en train de féliciter, d'encourager et de remercier nos FRDC pour l'attitude combien louable qu'ils sont en train de manifester sur le terrain. Aujourd'hui, on le voit sur tous les fronts, que ce soit à Kanyabayonga, que ce soit donc dans les Lubero, dans les Rutshuru, le Massissi, même dans les Nyiragongo. Ils sont en train de démontrer à l'ennemi que les FRDC sont là, elles sont prêtes à tout. Notre message est simple. Si vous voyez le Congo négocier, ce n'est pas que nous sommes faibles, non. C'est parce que nous voulons la paix. Et nous suivons les directives que nous donnent certaines grandes organisations de ce monde. Voilà pourquoi j'ai fait porter au chef de l'État un message simple. Quand il sera avec Kagame à Luanda, le 15, qu'il nous dise seulement une seule chose. Que nous sommes prêts, avec nos FARDC, à aller très loin aux Wazalendo. Mais si nous acceptons de négocier avec vous, c'est parce que nous voulons la paix. On aimerait féliciter tous les Wazalendo, tous les FARDC qui sont en train de se battre matin, midi, soir au front, qui sont en train de démontrer que ce sont des patriotes et qui aiment la nation, qui n'acceptent pas cette honte de balkanisation et surtout du néocolonialisme et de pillage qui vient du Rwanda, de l'Ouganda et du néocolonialisme. On doit les féliciter et leur jeter de fleurs. C'est la raison pour laquelle j'invite encore tout le peuple congolais à soutenir les Wazalendo, le vrai Wazalendo, à soutenir nos FARDC, la seule armée que nous avons, à soutenir effectivement la RAD qui rengorge effectivement les Wazalendo, c'est-à-dire notre réserve armée de la défense.
défense. Nous demandons au gouvernement congolais, aux chefs de l'État, les chefs des armées, d'équiper le plus rapidement possible les Ouazalendu et nos FARDC pour que nous puissions nous battre. Dans l'actualité également, l'auteur franco-camerounais Charles Onana, reconnu coupable de contestation du génocide des Tutsis. Il était poursuivi aux côtés de son éditeur Damien Seriex pour des passages de son livre Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Quand les archives parlent, condamnés, les deux prévenus ont immédiatement fait appel. Au sortir de l'audience à Paris, les soutiens de Charles Onana ont dénoncé ce verdict et accusé en même temps la France d'être complice du Rwanda dans la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. L'humanité célèbre ce lundi 9 décembre 2024 la journée internationale de prévention des génocides instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle a pour objectif de faire connaître aux nations les intentions de cette convention sur les génocides et son rôle dans la lutte contre le génocide et la prévention de ces crimes. Megui Kabembo nous en parle dans ses commentaires. C'est en septembre 2015 que l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 9 décembre la journée internationale des commémorations des victimes du crime des génocides, d'affirmation de leur dignité et de prévention de ces crimes. Une date qui coïncide avec l'anniversaire de l'adoption en 1948 de la Convention pour la prévention et la répression du crime des génocides. La dite journée a pour objectif de faire connaître aux nations les intentions de cette convention sur le génocide et son rôle dans la lutte contre les génocides et la prévention de ces crimes. Elle vise aussi à rendre hommage aux victimes des génocides dans le monde. Pour rappel, au cours de ces assises, 193 pays membres avaient confirmé la responsabilité de chaque État de protéger ces populations du génocide et renforcer les actions de prévention de ces crimes et de l'incitation au génocide. La RDC, avec son peuple meurtri depuis 1990, dénomme cette situation génocauste qui signifie le génocide pour de gains économiques. Ainsi, tous les pensées des compatriotes congolais vont à toutes les victimes directes et indirectes des crimes innombrables commis depuis des décennies pour des intérêts économiques et géostratégiques. Ces atrocités qui défient l'imagination devraient heurter profondément la conscience humaine dans un climat prévalent et dans une indifférence troublante de la communauté internationale. En effet, le chercheur pense que tout part du système économique globalisé et en grande partie articulé sur les ressources minières et les richesses naturelles qui regorgent la République démocratique du Congo. Autre journée célébrée ce même 9 décembre est la journée internationale de lutte contre la corruption, placée sous le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption ». Former l'intégrité de demain adaptée au contexte national, l'inspection générale des finances, sous les auspices du président congolais, a organisé la conférence pour commémorer cette journée de lutte contre la corruption sous le thème « Mobiliser la jeunesse dans la lutte contre la corruption assise de haut niveau en RDC » et qui a connu la participation de plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, le Djibouti, pour ne citer que cela. Félix Antoine Tshisekedi, parrain de ce forum, a dans son mot salué l'engagement du Forum des inspections générales d'État et des institutions assimilées d'Afrique, dont fait partie l'IGF, dans sa lutte contre ce fléau qu'il considère comme une perversion morale qui mine la crédibilité de l'État et brise en même temps l'élan du développement. Soudiki Biromari nous en parle avec plus de détails. S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain est le thème international qui arrose ce 9 décembre 2024 la journée mondiale de lutte contre la corruption. Adapté au contexte national, l'inspection générale de finances du Congo démocratique a organisé une conférence commémorative sous le thème « Mobiliser la jeunesse africaine dans la lutte contre la corruption » pour les lendemains meilleurs. Le secrétaire exécutif du Forum des inspections générales d'État, institution assimilée d'Afrique figée et inspecteur général de Djibouti,
a salué la présence du chef de l'État congolais à ces assises qui démontre son attachement et sa détermination à lutter contre les antivaleurs en général et la corruption en particulier. L'inspection générale des finances de la République démocratique du Congo est un membre important des FIGE qui occupe une place prépondérante dans notre organisation ces dernières années. Félix Antoine Tshisekedi, parrain de cet événement de haut niveau, a appelé à l'action pour lutter contre la corruption. Les fonds destinés aux programmes de formation, aux initiatives en faveur de la jeunesse, se perdent dans des canaux opaques, privant ainsi nos enfants et nos étudiants du bagage dont ils ont besoin pour porter le flambeau du futur. C'est ici que la thématique choisie pour cette journée prend tout son sens. La mobilisation de la jeunesse n'est pas un simple slogan. À l'instar du défunt Floribert Boinachui, martyr à 26 ans de l'honnêteté et de la probité absolue, notre jeunesse est la clé de voûte de notre lutte contre la corruption. Jules Alingueté a rappelé des stratégies sont mises en place afin de décourager tous ceux qui s'illustrent dans ce genre de pratique. Nous avions réussi à donner un coup de massue à la prédation financière dans notre pays et nous sommes sûrs que la République a fait des avancées énormes et la gouvernance publique s'améliore chaque jour. Plusieurs délégations, venues notamment de l'Ouganda, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, ont participé au panel sur notamment l'importance de l'implication de la jeunesse dans la lutte contre la corruption ainsi que le partage d'expériences angolaises de la lutte contre la corruption. Parlons aussi de l'ouverture ce même lundi à Kinshasa des travaux des états généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Ces assises de 5 jours ont pour finalité d'analyser des vrais problèmes afin de faire des entreprises publiques un levier puissant de la croissance ainsi que du développement de la République démocratique du Congo. Et l'ouverture officielle de ces forums a été faite par le président de la République, Félix Tshisekedi, au centre financier de Kinshasa. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force détail. À l'Assemblée nationale, l'examen et le vote ce lundi 9 décembre de la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction se poursuivent. Alexis Guissaro est le tout premier membre du gouvernement souminois à être visé par une motion de défiance signée par 58 députés. Et ces élus reprochent à ce membre du gouvernement en poste depuis 2021 l'état de délabrement très avancé des infrastructures liées à son secteur. Attendons voir. En politique, le parti Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound s'oppose à toute révision ou changement de la Constitution tel que prévoit le chef de l'État Félix Tshisekedi. Et ce parti juge inopportune cette idée. Antoinette Bilali, vice-présidente du parti, exhorte le président de la République à honorer l'actuelle Constitution par le respect intégral des textes. Elvis Ebama pour plus de détails. Débat autour de la révision ou changement de la Constitution. Le parti de l'opposant Jean-Marc Kabound, Alliance pour les changements, se prononce enfin. Ainsi, ces partis politiques s'opposent à cette idée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la vice-présidente Antoinette Bilali, les changements ou révision de la Constitution est inopportun. Comment vous espérez appliquer une loi que vous n'avez même pas encore élaborée? Pendant qu'il y a une loi que vous avez, qui est déjà élaborée, que vous avez trouvée en place, cette loi qui vous a aidé, sur base de laquelle vous avez prêté serment, vous êtes au pouvoir à cause de cette loi, mais vous la rejetez. Vous rejetez une loi qui est en vue, que vous avez, et vous voulez respecter une loi que vous n'avez pas encore élaborée. Nous trouvons que c'est une hypocrisie. C'est une hypocrisie, alors on ne peut pas marcher comme cela. Notre constitution, et c'est une loi qui est là et qui ne demande pas d'être changée pour arranger les routes, par exemple, pour donner à manger au peuple congolais, pour arrêter la guerre à l'Est. Ce n'est pas la Constitution qui a interdit tout ça.
Par ailleurs, le parti des Kabound qui rejoint la plateforme sursaut national qui milite contre les changements ou révision de la Constitution s'engage à faire respecter la loi fondamentale du pays. L'Alliance pour les changements réitère son appel pour la libération de son leader Jean-Marc Kabound, incarcéré à la prison centrale de Makala. Des propos rejetés par l'Union sacrée de la nation qui, elle, est déterminée à changer la constitution vu les réalités actuelles du pays. Pour Fedi Mukendi, par exemple, secrétaire national en charge de la communication au sein du parti Union pour les valeurs tshisekédistes, pense que Jean-Marc Kabound n'a aucune leçon à donner à l'Union sacrée car il était premier vice-président de l'Assemblée nationale et n'a rien fait pour le peuple congolais, moins encore pour son quartier Kingabwa, qui demeure toujours dans l'insalubrité la plus totale. Suivez ce propos au micro d'Elvis Ebama. Jean-Marc Kabound était premier vice-président de l'Assemblée nationale. Quelle initiative il a entreprise pour que le peuple congolais se retrouve et qu'il a réussi? Autour de la parcelle de Jean-Marc Kabound, il y a des gens qui dorment en famille, il y a des routes délabrées. Il n'a même pas utilisé son pouvoir pour faire asphalter les routes de Kinkabwa. Il parle qu'on est responsable de malheurs de Congolais, mais c'est une vaste blague. Parce que depuis l'indépendance, il n'y a pas un régime politique qui a réalisé les choses dans l'intérêt du peuple congolais comme le régime Félix Tshisekedi. Depuis l'indépendance, il n'y a pas un régime qui a construit autant d'universités, qui a donné la gratuité de l'enseignement, qui a construit autant d'hôpitaux, qui a construit autant de kilomètres de routes comme le régime Félix Tshisekedi. La Constitution n'est pas une Bible. La Constitution elle-même prévoit à l'article 218 le mécanisme de sa révision. Donc, personne ne peut empêcher aux garants de la nation de jouir des prérogatives constitutionnelles. La Constitution, c'est une loi. Et la loi est évolutive après 18 ans. L'Union pour les valeurs Tshisekedi, c'est mon parti, a jugé que cette constitution est déjà vieille et dépassée. Elle ne s'adapte plus au contexte socio-politique et économique dans notre pays, d'où il faut sa révision ou son changement. Je l'annonce au sommaire, les professeurs des universités et instituts supérieurs de la RDC ont entamé ce lundi 9 décembre une grève sèche pour réclamer l'intégration dans la base salariale des enseignants non régularisés et la correction des grades mal attribués et aussi l'augmentation de salaires et autres avantages qui ne suivent toujours pas. Des marches des corps académiques ont été organisées à travers le pays, notamment à l'Université pédagogique nationale UPN. En réaction, Emmanuel Louyatou, chargé de communication au sein du ministère de l'ESU, entendez enseignement supérieur et universitaire, parle d'une grève sans objet et inopportune car le gouvernement a déjà honoré presque tous les engagements pris à Bibois pour cette année 2024. Suivez Emmanuel Louyatou. Il est au micro d'André Ikoma et Rodrigue Ecofort. Ce qu'il faut dire à ce jour, c'est que vous l'avez constaté qu'à travers toute la République démocratique du Congo, le train de l'année académique 2024-2025, lancé depuis le 28 octobre 2024 par Madame la ministre de l'ESU, professeure Marie-Thérèse Sombo, est en train de continuer son chemin, sa bonne route. En ce qui concerne les accords de Bibois, il vous souviendra qu'en 2022, le banc syndical de l'ESU était en réunion avec le gouvernement de la République. Ils ont signé les accords qu'on a appelés Bibois 1. Et ces accords avaient eu des difficultés pour être mis en œuvre. Et c'est ainsi qu'ils vont se retrouver dans le même cadre au niveau de Bibois. C'est ce qu'on appelait Bibois 2. Et lors de ce Bibois 2, on a produit un document, un addendum. C'était un ajout à d'autres réclamations qui étaient faites. Et de Bibois 2, il a été décidé d'exécuter
les différentes démarches en deux phases. La première phase, c'est en 2024, la fin de l'année 2024. C'était la paye complémentaire de personnel de l'ESU et la mise en place du comité de suivi des accords de Bibois 1. Toutes ces deux parties de la première phase d'exécution ont été faites. Les profs ont été payés le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Leur paye complémentaire a été payée. Et pour ça, je rappelle que les professeurs émérites ont déjà sur leur enveloppe l'ajout de ce qui a été fait de cette paye complémentaire. Et les autres personnels, ce sera au mois de janvier que cela sera ajouté. La deuxième partie, c'est la mise en place du comité de suivi des accords de Bibois. Les membres de cette commission, tous ont été notifiés. Donc, en 2024, le gouvernement de la République n'a aucun problème avec l'intersyndicale de l'ESU. Les autres revendications qui restent, les véhicules de professeurs, l'intégration des autres professeurs, les corrections des grades, ça va se faire en 2025, mais l'exécution sera suivie par le comité déjà mis en place. Le Bureau pays de l'UNESCO et le ministère national de la formation professionnelle ouvrent ensemble ce mardi 10 décembre le forum régional des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ces travaux porteront sur le thème « L'enseignement face aux défis de l'employabilité des jeunes en Afrique centrale. Quelle perspective pour la réalisation de l'objectif durable de développement 8 placé sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ces assises réuniront des experts, des institutions d'enseignement et de formation, des institutions du monde économique et des finances, des partenaires au développement, des universitaires, des chercheurs, des entrepreneurs, des politiques pour réfléchir ensemble à la recherche d'approches alternatives et innovantes pour une prise en compte de la formation professionnelle et qualifiante de jeunes en Afrique centrale. On y reviendra dans nos prochaines éditions. On va maintenant parler de 50 femmes au total congolaises, bien sûr, qui inspirent et qui se sont distinguées dans différents domaines cette année 2024. Et elles ont été primées par la fondation Alpha Perla. Ce prix dénommé Congolese Women Excellencia, initiative de Madame Alpha Perla Mboyo, vise à célébrer l'excellence féminine tout en mettant en lumière les compétences et la créativité des femmes congolaises. Pour cette deuxième édition, la cérémonie de remise des trophées a eu lieu le week-end à Hilton Hotel de Kinshasa. Christian Maïmona pour Images et Commentaires. La fondation Alpha Perla, structure que dirige Madame Alpha Perla Mboyo, a tenu sa deuxième cérémonie annuelle de remise des trophées dénommée Congolese Women Excellencia, un prix initié en vue de célébrer l'excellence féminine congolaise. Depuis l'année 2023, ce trophée met en lumière 50 femmes congolaises qui se démarquent dans ce qu'elles font et valorisent ses compétences et sa créativité dans l'objectif de motiver les femmes à croire en elles-mêmes. Pour Alpha Perla Mboyo, initiatrice du trophée, ce moment inscrit sous les hauts patronage du ministère du genre, famille et enfants est une occasion pour la gente féminine congolaise d'explorer sa beauté intérieure. Ces moments marquent l'aboutissement d'un rêve, celle de croire en la femme que nous sommes, celle de voir que la femme a plusieurs choses à donner. Elle regorge des potentialités énormes en elle. Celle de penser que la femme peut faire mieux que ce qu'elle est en train de faire maintenant. Celle de booster la femme. Je vous exhorte à continuer encore d'explorer votre beauté intérieure. C'est dans une ambiance conviviale que ces femmes nominées ont été appelées à se présenter l'une après l'autre sur le podium afin de recevoir leur trophée des mains de la présidente de cette fondation. Ces heureuses élues n'ont pas tari des mots, elles ont salué l'initiative. Ça représente beaucoup, ça représente mes efforts. Je l'ai vraiment aimé et je l'ai vraiment accepté de tout mon cœur parce que c'est vraiment mes efforts. Bien avant cela, un moment de panel axé sur plusieurs sujets touchant la femme a eu lieu à cette occasion en vue de réconforter la femme. Il s'en est suivi le vernissage du livre intitulé « Les larmes d'une femme meurtrie sécheront-elles » dont l'auteur n'est autre que Madame Alpha Perla Mboyo. La deuxième édition du trophée Congolese Women Excellencia a vécu samedi 7 décembre 2024 à Hilton Hotel de Kinshasa, donnant ainsi lieu à la prochaine édition.
Parlons aussi de l'association des techniciens professionnels de l'audiovisuel de la République démocratique du Congo, ATTAC en sigle, qui a tenu dimanche 8 décembre 2024 à Kinshasa une réunion statutaire. Au cours de cette réunion, il était question d'adopter moyennant certains amendements des statuts régissant le fonctionnement de cette structure des preneurs de vue du Congo. Megu Kabembo nous en parle. C'est une réunion statutaire de l'Association des techniciens professionnels de l'audiovisuel de la République démocratique du Congo, tenue le dimanche 8 décembre à Kinshasa. Il était question d'adopter moyennant certains amendements des statuts régissant le fonctionnement de cette structure de preneurs de vue du Congo. Au terme d'un débat houleux et très riche en propositions, ce statut a été finalement adopté à la grande satisfaction des membres et du président en exercice, Champion Dangui. Je dirais grandement merci à tous les techniciens de l'audiovisuel parce que l'attaque a vu le jour aujourd'hui. Au-delà de ce qu'on a eu comme travail, tout ça c'est bien en coulisses. C'était une première assemblée générale afin que les gens puissent connaître qu'est-ce que sont les techniciens de médias et qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font ensemble. Dans les jours qui viennent, vous comprendrez quelle sera notre ligne de nos objectifs. Avoir ces documents considérés comme un guide de leur association, certains membres de l'ATTAC se félicitent de l'aboutissement de la dite réunion. Aujourd'hui, l'ATTAC vient de sortir pour les raisons de mettre les techniciens de l'audiovisuel à la place et à la respect devant toutes les personnes. La première étape étant franchie, l'ATTAC met le cap sur l'obtention de la personnalité juridique dont les démarches sont déjà amorcées. Page noire avant de boucler ce journal décédé dernièrement à Kinshasa de suite d'une courte maladie. Le journaliste Jean-Marie Mat Akamai, connu sous le nom de Mwin Mouroub Fel, a été mis en terre ce lundi 9 décembre au cimetière Nécropole 2, bien avant sa famille, ainsi que les professionnels des médias lui ont rendu des hommages proportionnels à ses prouesses, tant humaines que journalistiques. Parmi ceux qui ont honoré ce journaliste talentueux figure en bonne place le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Suivez ce récit de Jacques Moulouba. Au funérarium de l'hôpital Saint-Joseph à Limete, l'émoi, la tristesse, la consternation et la mélancolie, autant de qualificatifs perceptibles qui se sont précipités l'hégémonie auprès de membres des familles, des amis et des professionnels des médias. Tous sont venus rendre hommage à cette figure de proue de la presse, Jean-Marie Mat Akamai, affectueusement appelé Mwin Mouroub Fel. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a personnellement fait le déplacement du lieu, une façon de l'honorer et de traduire sa complicité relationnelle avec la presse, singulièrement avec Mwin, ce journaliste toujours présent aux différents briefings de presse qu'il anime. Voilà pourquoi, sous une émotion d'anxiété, le porte-parole du gouvernement a déposé sa gerbe de fleurs et s'est recueilli devant la dépouille. La délégation du bureau de l'UNPC lui a emboîté le pas, ainsi que celle des anciens de TKM, Radio Kin Malebo et d'un parterre de journalistes proches de Mwin Mouroub Fel. Certains se sont rappelés de ces hauts faits et exploits professionnels dans les revues de presse autrefois pondues de manière spectaculaire à TKM. Ce qui faisait la particularité de Mwin, c'est d'abord l'écriture. L'écriture, Mwin savait écrire. Mwin avait étudié le français avant de devenir journaliste. Ce qui fait que beaucoup de gens au sein de la rédaction s'appuyaient sur lui pour rédiger leurs papiers ou pour corriger leurs papiers. Et Mwin, c'est un grand journaliste parce qu'il est parti de la presse écrite et il a quitté la presse écrite. Il s'est adapté directement à la télévision. Aujourd'hui, nous pleurons l'un des plus grands éditorialistes. Et après Makoro Mouchen, je crois que c'est Mwin qui a marqué les esprits avec sa revue de presse à TKM. Et ça, c'est un fait notable qu'on ne peut pas oublier.
Mouine, ce qu'on peut retenir en lui, c'est la culture générale. Il avait une connaissance hors norme. En géographie, en histoire, en éducation, pratiquement tout. Et on s'est demandé, chef, comment vous connaissez beaucoup de choses comme ça? Il a dit c'est la force de la lecture, parce qu'il lisait beaucoup. Et Mouine, quand vous travaillez avec lui, il faut être patient, il faut aimer ce travail-là. Parce qu'un mois, 2 mois, une année après, vous vous améliorez quand vous êtes à côté de lui. Pour rappel, Mouine Mouroubfel, cet héritier du chef coutumier Kamaï, son père, est né à Kassaji le 25 novembre 1952. Il a fait avec brio ses études primaires à l'épée officielle des Kolwezi avant d'embrasser les études secondaires littéraires à l'Athénée royal de Likasi. Après son diplôme d'État, il est allé à l'université officielle du Congo d'où il sortira gradué en lettres, ce qui lui a permis de travailler successivement dans plusieurs journaux, radio et télévision de Kinshasa. De son parcours, il a laissé des marques indélébiles et des empreintes qui attestent que, bien que mort, il reste et restera vivant dans l'univers médiatique congolais. Comme pour dire, le roi est mort, vive le roi, qu'il repose en paix. C'est vrai, il a marqué son temps dans le métier de la presse. Mouine Mouroubfel laisse ainsi une empreinte dans l'histoire de la presse congolaise, que son âme repose en paix. C'est par ces registres sombres que nous refermons cette édition d'actualité, mais avant tout, le rappel des principaux titres. Les professeurs des universités et instituts supérieurs ont déclenché un mouvement de grève ce lundi. Cette classe d'élite intellectuelle revendique plusieurs choses: majoration des salaires, véhicules promis, intégration des enseignants non régularisés dans le salaire, correction des grades mal attribués, pour ne citer que cela. Charles Onana, condamné pour complicité de contestation publique de l'existence d'un crime contre l'humanité, en l'espèce crime de génocide. L'auteur franco-camerounais est reconnu coupable de contestation du génocide de Tutsi à l'issue de l'audience de ce lundi à Paris. Enfin, le journaliste Jean-Marie Mat Akamai, connu sous le nom de Mouine Mouroubfel, repose désormais pour l'éternité à la Nécropole 2. Ce chevronnier de la plume congolaise a reçu des hommages dignes de son nom par la corporation, membres des familles biologiques et professionnelles, ainsi qu'autres personnalités peu avant son inhumation. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité sur nos antennes. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Très bonne suite de programme sur la RTG à Aude. À très vite. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.